Aujourd'hui, on va parler de la raideur de coude. Un problème souvent sous-estimé, mais qui peut avoir un impact important sur la fonction du bras et la qualité de vie. Alors le mouvement du coude, il est indispensable pour la fonction du membre supérieur parce qu'il va permettre de positionner la main dans l'espace. Et ce mouvement résulte d'une coordination fine entre différentes structures anatomiques. Gregory Bain le comparait aux éléments d'une machine complexe, avec le système nerveux qui agit comme un interrupteur. Il évalue les besoins, déclenche le mouvement en envoyant des signaux aux muscles via les nerfs périphériques et ajuste l'activité musculaire en temps réel grâce au retour d'informations sensorielles. Il y a les muscles du coude qui génèrent le mouvement en se contractant. À la manière d'un moteur, leur action déclenche la mobilisation de l'avant-bras. Les tendons transmettent la force générée par les muscles aux os et en modulant leur tension, ils permettent un contrôle précis du mouvement dans les plans de flexion-extension et de pronosupination. Et puis ensuite, l'articulation huméro-unaire qui va agir comme un point de pivot. Il y a aussi bien sûr le cartilage, le liquide synovial, les capsules antérieures et postérieures, les différents ligaments et la congruence articulaire qui assurent la fluidité et la stabilité du mouvement autour de cet axe et permettent de positionner la main dans l'espace avec une grande précision. Cependant, parfois la machine s'enraye. Avec une perte de mobilité à la clé, on parle de raideur du coude. Mais il est important de noter que tout déficit de mobilité n'est pas systématiquement considéré comme une raideur du coude. Mais alors, comment définit-on la raideur du coude en chirurgie orthopédique? Pour définir la raideur de coude, il est essentiel de savoir mesurer la mobilité de l'articulation. On peut pour cela imaginer un arc allant de l'extension maximale, qui correspond à 0 degré, jusqu'à la flexion complète, qui correspond généralement à 150 degrés. Lorsqu'on mesure l'amplitude sur cet arc d'extension-flexion, il faut toujours indiquer un 0 degré théorique en premier. C'est le point de départ théorique commun à tous les patients, quel que soit leur niveau de mobilité en réalité. Ensuite, on rapporte le degré d'extension maximale que le patient est capable d'atteindre, puis le degré de flexion maximale. Donc chez un patient avec un coude normal, vous mettrez 0 degré, puis 0 degré, puis 150 degrés, ce qui signifie qu'il n'a pas de déficit d'extension et qu'il fléchit complètement le coude. Depuis les années 90, on considère que les activités du quotidien nécessitent une amplitude allant de 30 degrés d'extension à 130 degrés de flexion, soit 0 degré, anti/30 degrés, anti/130 degrés. La raideur du coude est donc définie par un déficit d'extension de plus de 30 degrés et un déficit de flexion d'environ 20 à 30 degrés. Pour ma part, je trouve ces critères complètement dépassés. L'amplitude seule ne suffit pas pour poser une indication d'arthrolyse chez un patient. Il faut la mettre en perspective avec l'âge du patient, ses objectifs et l'origine de sa raideur. Et puis plein d'autres éléments sur lesquels on va revenir. Ainsi, pour mieux apprécier la raideur du coude, il faut d'abord savoir la classer. Moret a proposé une classification des raideurs du coude en 3 catégories, selon la localisation anatomique et la cause. On retient les causes extrinsèques ou extra-articulaires, les causes intrinsèques, intra-articulaires et les causes mixtes. C'est encore aujourd'hui la classification la plus utilisée pour décrire les raideurs de coude. La forme extrinsèque regroupe toutes les causes situées en dehors de l'articulation, donc comme les rétractions capsulo-ligamentaires, musculaires ou tendineuses, les neuropathies, les ossifications ou encore les rétractions cutanées. Les formes intrinsèques concernent les complications intra-articulaires, les lésions du cartilage, les lésions osseuses, la présence de corps étrangers, etc. Et enfin, les formes mixtes associent à la fois des causes extrinsèques et des causes intrinsèques. Le problème de cette classification, c'est que la raideur du coude est une pathologie complexe et souvent multifactorielle. Donc, dans l'immense majorité des cas, il s'agira de formes mixtes, ce qui limite assez largement l'intérêt pratique de cette classification si toutes les formes d'arthrose sont des formes mixtes. Ainsi, en 2010, Watts et Bain ont proposé d'isoler la capsule comme une catégorie à part entière de raideur, car il s'agit d'une structure anatomique distincte avec un traitement et un pronostic qui lui est bien spécifique. Dans la raideur du coude, la rétraction capsulaire est souvent l'élément principal à traiter. Elle est située à l'interface entre les causes intra-articulaires et les causes extra-articulaires. Raison pour laquelle le groupe capsulaire doit être distingué car il représente une étiologie et donc un traitement et un pronostic spécifiques. Une rétraction capsulaire isolée peut survenir après une immobilisation prolongée ou une hémarthrose. Les rétractions capsulaires sont également fréquemment associées aux atteintes intra-articulaires. Ce type de raideur répond très bien à un traitement chirurgical qui va consister en une libération ou une résection
de la capsule. On connaît la colonne procédure à ciel ouvert, mais également maintenant et de manière plus moderne, la réalisation de débridement ou de résection capsulaire par voie arthroscopique. En ajoutant les facteurs neurologiques, une nouvelle classification plus complète a été proposée puis affinée en 2015 avec la classification d'Isakos de la raideur. La classification Isakos est une classification de la raideur de l'épaule qui a été adaptée à celle du coude. Et on distingue au final 4 grandes causes de raideur de coude, celle qui est intra-articulaire, celle qui est capsulaire, celle qui est extra-articulaire, et donc aussi celle qui est neurologique. Dans le livre intitulé Shoulder Stiffness, Current Concept and Concerns, publié en 2015 par le comité de l'Isakos, les auteurs proposent le concept de l'épaule comme machine, ainsi qu'une classification patho-anatomique de la raideur d'épaule. Et Bain a ensuite adapté ces concepts au coude, avec le coude comme machine, on vient d'en parler, et donc une classification complète de la raideur qui en découle, et qui est enrichie par l'intégration des atteintes neurologiques telles que les neuropathies du nerf ulnaire, les dystonies, les algoneurodystrophies, etc. Et l'intérêt de cette classification réside dans son approche plus globale, qui ne se limite pas uniquement aux causes post-traumatiques, mais qui prend en compte l'ensemble des étiologies pouvant expliquer une raideur de coude. Cette classification permet ainsi d'adapter le traitement à chaque composante spécifique de la raideur. Car, comme l'a souligné Moret, de nombreux cas ont une origine mixte. En 1998, Kay a proposé une classification pratique de la raideur post-traumatique du coude, fondée sur la présence, la sévérité et la combinaison de 3 causes très fréquentes de raideur, à savoir la rétraction capsulaire, la fracture articulaire et l'ossification hétérotopique. Et ainsi, il identifiait 5 situations cliniques. La rétraction capsulaire et l'arthrose pouvant la plupart du temps relever d'un traitement arthroscopique. Puis, Sean O'Driscoll et Robert Ottini ont ensuite proposé une nouvelle classification en 2017 des types de raideur et des facteurs influençant cette raideur, qu'ils ont nommé classification de Stiff. Cette classification met en évidence les 5 pathologies les plus courantes à l'origine de la raideur, ainsi que les 6 facteurs influents qui peuvent souvent modifier la prise en charge et les résultats cliniques. Cette classification souligne également l'importance des neuropathies du nerf ulnaire dans la raideur du coude, et les auteurs y étaient très attachés. En effet, les neuropathies du nerf ulnaire peuvent être liées à une compression de ce dernier au niveau du tunnel cubital par du tissu cicatriciel ou une ossification hétérotopique, et il peut causer des raideurs lors de la flexion de coude. Il est d'ailleurs particulièrement vulnérable lors des interventions chirurgicales sur des coudes raides et lors des rééducations dans les suites d'une arthrolyse de coude. Si l'objectif de votre arthrolyse est un gain en flexion, je vous conseillerais de neuroliser systématiquement, voire de transposer le nerf ulnaire, parce que vous risquez de stretcher le nerf lors du gain en flexion, ou en tout cas entraîner des neuropathies du nerf ulnaire lors du travail de kinésithérapie derrière l'arthrolyse de coude, avec une souffrance du nerf ulnaire lors des mouvements de flexion répétés. Ensuite, en 2003, Jupiter et son équipe a défini les facteurs pronostiques de raideur simple et complexe du coude post-traumatique. Les facteurs de risque de raideur simple sont une raideur modérée avec un arc de flexion-extension de plus de 80 degrés, aucun antécédent de chirurgie du coude, peu d'ossification hétérotopique et une anatomie articulaire conservée. Selon les auteurs, une raideur complexe, qui correspond à un taux de complication supérieur et une nécessité d'une plus grande expertise, a pour facteur de risque des patients avec une neuropathie, donc surtout du nerf ulnaire, un antécédent de transposition du nerf ulnaire, la présence de matériel d'ostéosynthèse et d'importantes ossifications hétérotopiques, ainsi que la perte de congruence articulaire et un range of motion sur l'arc d'extension-flexion de moins de 80 degrés, donc vraiment une raideur importante. Finalement, lorsque vous aurez votre patient dans votre bureau de consultation, vous aurez 10 éléments fondamentaux à considérer pour apprécier la situation et décider du traitement que vous allez lui proposer. Ces 10 éléments concernent le patient dans sa globalité, le coude localement, et enfin, les articulations sus et sous-jacentes qui vont définir la fonction globale du membre supérieur du patient. Donc, avant toute chose, avant d'examiner le coude, vous devez poser un certain nombre de questions pour apprécier l'âge du patient, les comorbidités de ce patient, son niveau fonctionnel théorique, ainsi que les capacités du patient à réaliser avec une grande assiduité la kinésithérapie intense qu'il va devoir avoir après l'intervention. Il n'y a rien de pire que de proposer une bonne intervention, mais qui va être saccagée derrière par une rééducation qui ne pourra pas être assidue, qui ne pourra pas être suffisamment intense et qui va finalement minorer les résultats. Vous considérerez ensuite les éléments du coude qui permettront de déterminer la sévérité de la raideur.
ainsi que les risques et bénéfices de la chirurgie que vous allez proposer. Et enfin, il faudra vérifier bien sûr la fonction des autres articulations du membre, donc le poignet, l'épaule, le rachis cervical, pour pouvoir adapter la stratégie de prise en charge et les objectifs de gain fonctionnel du traitement. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre nos contenus éducatifs sur la chaîne Ortho Live Stream ainsi que nos réseaux sociaux.